Aujourd'hui, notre invitée est chercheuse en écologie animale. Elle mène une enquête en observant les différentes espèces dans leur environnement. Elle cherche à comprendre pourquoi leur nombre augmente ou diminue selon les années. Alors moi, je suis chercheuse en écologie animale, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment les animaux interagissent entre eux et interagissent avec leur environnement et donc le milieu où ils vivent. Et plus particulièrement, je travaille dans ce qu'on appelle la dynamique de population. Donc c'est-à-dire que j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'une population varie dans le temps, pourquoi est-ce qu'il y a des moments où il y en a beaucoup et puis peut-être quelques années après, il y en a moins. Et au final, mon métier, c'est un petit peu un travail d'enquête. C'est-à-dire que si je vais surveiller mes populations, si d'un seul coup je vois qu'il y a beaucoup moins d'individus, je vais me demander qui est le coupable. Est-ce que c'est dû au climat, à l'environnement, aux activités humaines, on pense à la pollution, des choses comme ça, ou encore est-ce que ça peut être dû aux autres espèces. Par exemple, peut-être qu'ils se font manger par d'autres espèces, ou peut-être qu'il n'y a plus beaucoup à manger. Donc voilà, j'essaye de comprendre quelle est la part de tout ça. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est que j'ai toujours été passionnée par la nature. J'ai eu la chance de pas mal voyager quand j'étais plus jeune et aussi de voir plein d'écosystèmes différents, des forêts, des choses sous la mer en faisant de la plongée ou des choses comme ça. Et c'est ça qui m'a attirée pour essayer de comprendre ce que je voyais en fait dans la nature. Le milieu marin m'a attirée particulièrement pour deux raisons. Premièrement, un peu parce que c'est un défi, une sorte de challenge, parce qu'on connaît beaucoup moins de choses sur ce qui se passe sous la mer que ce qui se passe autour de nous. Vu qu'on vit tous sur Terre, on connaît bien nos campagnes, nos forêts, mais pas forcément ce qui se passe sous la mer à 100 km de nos côtes. Donc il va falloir développer des moyens pour observer ce qui se passe sous la mer qui sont assez particuliers, donc ça c'est un défi. Et puis aussi, la deuxième raison, c'est que la particularité de la mer, c'est que nous, l'homme, on exploite encore beaucoup les espèces sauvages qui sont dans la mer. Pourquoi ? Parce que souvent on va les pêcher pour les manger ou pour différentes choses, alors que quand on est sur Terre, on chasse quasiment plus, donc on n'a plus un effet direct sur les espèces sauvages. Donc cette particularité de la mer, ça m'a attirée, parce que j'aime bien que ma recherche, bien sûr, elle réponde à des questions que je me pose en termes d'écologie, mais aussi qu'elle puisse servir peut-être à la gestion ou à la conservation d'espèces. Quelles espèces étudies-tu? Alors moi, je travaille essentiellement sur les poissons dans la mer et sur les oiseaux marins. Et en fait, j'aime bien travailler sur les deux parce que les oiseaux marins, ils mangent les poissons. Donc si j'ai envie de comprendre pourquoi les oiseaux marins ils vont plus ou moins bien, par exemple, il faut que je sache s'il y a beaucoup de poissons ou s'il n'y en a pas beaucoup. Étudies-tu des animaux morts ou vivants? Un peu des deux. Essentiellement des animaux vivants, parce que j'aime bien voir justement comment d'une année sur l'autre ils survivent, est-ce qu'ils arrivent à se reproduire, est-ce qu'ils arrivent à avoir des petits. Donc là, c'est vraiment les animaux vivants. Mais pour les poissons, je travaille aussi des fois sur des animaux morts, parce que je travaille avec les pêcheurs. Et pour avoir le plus de données possible, en fait, les pêcheurs, le soir, quand ils rentrent de leur journée de pêche, ils me ramènent des poissons qu'ils ont pêchés, et je vais pouvoir mesurer leur taille, leur masse ou différents paramètres. Es-tu à la recherche de nouvelles espèces? Non, alors c'est vrai qu'en mer, il y a beaucoup d'espèces encore qu'on ne connaît pas, donc il y a des gens qui font ça, mais moi pas trop. J'essaye déjà de comprendre celles qu'on connaît. Ça t'intéressait déjà quand tu étais petite ou c'est venu après ? Un peu des deux. J'ai toujours été passionnée par la nature et l'environnement, donc ça m'intéressait beaucoup. Mais par contre, j'ai pas commencé par ça. J'ai d'abord fait des études de mathématiques et un peu de physique. Et c'est plus tard, quand j'étais un peu plus vieille, que j'ai changé et que je me suis réorientée vers l'écologie. Quelles études faut-il faire pour étudier l'écologie marine ? Je pense qu'il n'y a pas un type d'études, il y a différentes choses qui peuvent t'amener à ça. C'est vrai que la plupart des gens ils font une maîtrise de biologie, un master de biologie, et puis derrière il faut faire un doctorat.
De toute façon, pour devenir chercheur, il faut faire un doctorat, mais comme je disais, moi par exemple, avant j'ai fait des maths et de la physique, et c'est seulement pendant le doctorat que je suis revenue faire de l'écologie. Donc je pense que c'est bien de savoir ce qu'on veut faire, mais si on ne sait pas ce qu'on veut faire quand on est petit, c'est pas non plus très grave, et au fur et à mesure, on a le temps de découvrir et de voir trouver notre voie. Quelles sont les espèces les plus menacées? C'est une bonne question. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'espèces menacées. Je ne pourrais pas forcément dire quelles sont les plus menacées. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y en a de plus en plus qui seront menacées par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et si je prends par exemple les oiseaux marins sur lesquels je travaille, il y a à peu près 350 espèces d'oiseaux marins dans le monde. Et il y en a plus de la moitié qui sont jugées comme menacées. À quels endroits? Alors il y a des endroits qui sont plus menacés que d'autres, mais ça dépend, c'est pas pour les mêmes raisons. Par exemple, souvent, les espèces qui vivent proches de l'homme sont plus menacées parce qu'ils vont avoir tous les impacts, par exemple, de notre pollution ou de choses comme ça. Et puis aussi, si on regarde sur le globe, par exemple, vous avez dû entendre parler du changement climatique. Et le changement climatique, il ne se produit pas de la même façon partout. Et on sait qu'il va impacter beaucoup plus ce qui se trouve au pôle, donc aux deux extrémités. Là, il y a un changement qui est plus fort et les espèces vont être plus impactées que ce qui se passe, par exemple, en France, dans des endroits plus tempérés. Comment protéger les animaux qui vivent dans la mer? Il y a plusieurs choses. Alors, il y a une chose qui est qu'il y a beaucoup des poissons qui vivent dans la mer qu'on pêche. Donc là, il est important de faire ce qu'on appelle de la gestion de la pêche. Donc il faut que les scientifiques ils disent comment les poissons se portent pour que derrière, on puisse avoir des mesures. Par exemple, quelle est la quantité qu'on peut pêcher? Est-ce qu'il ne faut pas éviter de les pêcher à certains moments s'ils sont en train de se reproduire ou des choses comme ça? Et puis après, nous, toi, moi, tous les gens, il y a pas mal de choses qu'on peut quand même faire, notamment tout ce qui est pollution. On retrouve par exemple beaucoup de plastique dans la mer. Donc ça, c'est plus à chacun de faire attention, d'essayer de ne pas jeter ces plastiques par terre, de ne pas en mettre même dans la poubelle s'il y a beaucoup de vent parce que ça va s'envoler et aller dans la mer. Donc chacun a ses petites choses qu'il peut faire. Quel est ton quotidien? Mon quotidien, il varie beaucoup parce qu'il y a des périodes où je dois observer les animaux. Donc pour ça, je vais voyager. Par exemple, je travaille beaucoup en Australie. C'est l'Australie, là, au sud de l'Australie. Donc là, je vais souvent aller là et je vais y passer 3 ou 4 mois, par exemple. Et à ce moment-là, tous les jours, je suis ce qu'on appelle sur le terrain. C'est-à-dire que je suis avec mes jumelles, je regarde les animaux, je les attrape, je les mesure, je fais des choses comme ça. Donc toute la journée, en fait, de souvent 6 ou 7 heures du matin jusqu'à 19h, 20h, je suis dehors en train de m'occuper des animaux et ça, 7 jours sur 7. Parce que les animaux, que ce soit dimanche, que ce soit Noël ou autre, ils s'en fichent. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, je rentre à mon laboratoire et là, mon quotidien, c'est essentiellement être devant l'ordinateur pour analyser les données. Donc c'est vrai que je passe une grande partie de mon travail devant l'ordinateur. Comment fais-tu pour étudier? Eh ben, il y a plusieurs choses. Il y a une chose qui est assez importante pour moi, c'est de pouvoir savoir quel animal est qui. Donc si par exemple je vais voir des sardines, il y a un grand banc de sardines, il faudrait que je sache qui est qui. Pareil quand je travaille sur les oiseaux marins. Et en fait, par contre, ils se ressemblent tous. Alors moi, à l'œil nu, j'ai un peu du mal à savoir. Donc il y a une chose qui nous est très utile, c'est ce qu'on appelle du marquage. Donc par exemple, tu vois, là pour les poissons ou pour les oiseaux, on va mettre ça. C'est une petite puce électronique, c'est la même chose souvent que ce qu'il y a chez les chats et les chiens quand on va chez le vétérinaire. Et puis ensuite, je vais venir avec mon lecteur, hop, et là, ça va me mettre un numéro et je vais savoir qui est qui. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que si je reviens l'année prochaine, hop, je repasse mon lecteur, et je saurai que c'était l'individu que j'avais vu 1 an avant et qu'il a survécu, par exemple. Ça, c'est une chose vraiment importante pour moi. Quels sont tes outils? Alors la particularité en mer, c'est qu'on a du mal à savoir ce qui se passe quand on est sous la mer. Donc pour les poissons, je vais surtout utiliser un bateau. On va aller en mer souvent pendant 1 mois presque pour collecter des données sur les poissons. Soit on les pêche pour les mesurer, soit on utilise quelque chose qui va permettre de ne pas les tuer et de ne pas les affecter. C'est ce qu'on appelle de l'acoustique. En fait, je vais envoyer un signal sonore, comme si nous on ne l'entend pas, mais en fait c'est un son. Et à chaque fois que ça va toucher un banc de poissons, ça va être reflété et moi je vais pouvoir le voir. Ça va pouvoir me dire combien il y a de bancs de poissons dans la mer. Quand je travaille plutôt sur les oiseaux, c'est pareil. En fait, quand ils reviennent pour se reproduire, ils sont à la colonie, donc je peux les attraper et savoir qui ils sont. Mais quand ils partent en mer, je ne sais pas ce qu'ils font. Et pour savoir ce qu'ils font, en fait, on utilise un appareil comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un logger. On va leur coller sur le dos, l'attacher aux plumes. Et du coup, ça va mesurer plein de choses. Ça va mesurer par exemple le GPS, donc on va savoir où nos oiseaux vont pour se nourrir.
Ça va mesurer la profondeur à laquelle ils plongent pour savoir s'ils plongent profond ou pas. Il y a des oiseaux qui plongent jusqu'à 200-300 mètres de fond par exemple. Et donc on va pouvoir avoir une meilleure connaissance de ce qu'ils font en mer. C'est quoi les règles de sécurité pour observer les animaux marins? Alors en général, on a une espèce de règle qu'on dit toujours. La règle numéro 1, c'est protéger l'animal. Numéro 2, c'est nous protéger nous. Et après, voilà, on travaille si on est dans les bonnes conditions pour ces deux choses-là. Donc premièrement, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas stresser l'animal. Parce que le but, si par exemple je manipule un oiseau, c'est surtout qu'il n'abandonne pas sa reproduction. On sait que si on le stresse énormément, par exemple, il pourrait partir. Donc on va le faire dans des conditions les plus calmes possibles. Par exemple, lui mettre une cagoule sur la tête pour qu'il soit dans le noir et que ça le calme. Et puis, éviter de faire du bruit, ne pas faire de grands gestes, donc vraiment faire le tout le plus calme possible. Néanmoins, on essaye de faire les choses le plus rapidement possible aussi pour que l'animal il puisse vite repartir et faire ce qu'il veut. Et puis, la sécurité plus pour nous, c'est, je sais pas, par exemple, les oiseaux, ils ont un bec souvent assez pointu, donc il faut éviter de se prendre un coup de bec. Donc on a un certain nombre de règles dans les positions qu'on va prendre pour éviter d'avoir les yeux devant leur bec ou des choses comme ça. Est-ce que tu t'es déjà fait attaquer par un requin? Non, alors je plonge beaucoup, je fais beaucoup de plongée sous-marine, mais pas forcément énormément pour mon travail. J'ai déjà plongé plein de fois avec des requins, j'ai jamais eu de problème. Après, voilà, il faut faire attention, il y a plein de règles à respecter, que ce soit les requins ou d'autres espèces. Je travaille aussi par exemple des fois dans des montagnes où il y a beaucoup d'ours, donc il faut faire attention. Mais généralement, en fait, si on est discret, qu'on fait attention à ne pas gêner l'animal, il n'y a pas de problème. Qu'observes-tu sur l'évolution des sardines? Alors moi j'ai travaillé sur les sardines en Méditerranée, donc dans le sud de la France. Et ce qu'on a pu montrer, c'est essentiellement ce que tu vas voir là en fait. Ça c'était les sardines il y a une dizaine d'années, donc à peu près quand tu es né. Et ça c'est une sardine maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Elle est beaucoup plus petite et plus maigre. C'est ça. Donc là on a pu montrer en fait avec les prélèvements qu'on a fait que les poissons ils étaient beaucoup plus petits qu'avant et beaucoup plus maigres. Donc ça va poser des soucis parce que comme ils sont plus maigres, ils ont moins de réserves et visiblement elles arrivent moins bien à survivre. Donc une sardine normalement ça peut vivre jusqu'à à peu près 6 ans. Actuellement on n'en trouve pas qui ont plus de 2 ans. Donc on a vraiment une population qui est beaucoup plus jeune. Et puis dans un deuxième temps ça pose aussi des gros problèmes pour les pêcheurs parce que la sardine c'était la ressource principale des pêcheurs en Méditerranée. Ils pêchaient à peu près 50% de ce qu'ils faisaient c'était de la sardine. Et maintenant, il n'y a quasiment plus de pêche parce que en fait, personne n'a envie de manger de la sardine qui ressemble à ça. Tout le monde veut de la sardine assez grasse pour la mettre sur le barbecue ou alors pour quand on fait des conserves que ce soit très gras. Et donc là, on a plus ça, donc ils n'arrivent plus à le revendre. Toutes les espèces marines évoluent-elles toutes de la même façon? Alors non, heureusement, j'ai envie de dire. En fait, ça va être très dépendant de l'espèce, ça va être dépendant de l'endroit où il vit. Par exemple, les sardines, là, moi j'ai montré ça en Méditerranée. Mais en fait, il y en a partout dans le monde. Si je vais en Californie, il y en a. Si je vais en Afrique du Sud, donc dans plein d'endroits. Et on ne voit pas forcément cette diminution de la taille partout. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, c'est vrai que malheureusement, on constate quand même de façon générale une diminution de la taille, notamment des poissons. Des fois parce qu'il y a des problèmes en lien avec l'environnement. Des fois plutôt parce que c'est dû à la surpêche. En fait, si on pêche beaucoup de poissons, comme souvent les pêcheurs, ils vont pêcher les plus gros. On va sélectionner les poissons les plus petits. Donc ceux qui grandissent moins vite, ils vont moins se faire pêcher, donc ils vont plus se reproduire, et donc on aura plus de poissons petits. Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas le cas partout, mais dans beaucoup d'endroits dans le monde, on voit des poissons plus petits que ce qu'il y avait avant. Alors comment tu as trouvé cette journée et qu'est-ce que tu as appris? D'un côté, c'était intéressant d'apprendre le métier de l'écologie marine et l'écologie animale. Mais aussi apprendre un autre métier, le métier de journaliste. Est-ce que tu peux me résumer cette expérience en un mot? C'était captivant. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris ton métier et le métier de journaliste aussi. J'ai bien aimé. Je dirais que c'est archi cool. Entraînant. C'était hyper cool. Et toi, comment t'as trouvé cette journée? Hyper cool, moi aussi. Non, je suis contente d'avoir fait ça avec vous. C'est chouette de pouvoir transmettre un petit peu de ma passion et de ce que je fais. Et puis j'espère que voilà, ça vous aura intéressé et qu'il y en a peut-être qui vont se dire « Ah ben moi aussi, je pourrais faire ça ». Science à terre!
Retrouvez l'épisode sur notre chaîne YouTube et en podcast.